4, 3, 2, 1. C'est bon, on a tout de près, donc les macarons. C'est un point sur les pesées, donc meringue italienne. Ouais, on a tout ce qu'il faut, le sucre, l'eau. Ça c'est bon, les deux masses de blanc d'œuf. Sucre, par contre je vais te prendre du sel, une pincée de sel pour les blancs si tu as. Le temps pour temps. On est en direct, Gaëtan? On est en direct. Avec 17 personnes pour le moment. Voilà le sel. Donc on commence, On va pouvoir démarrer. On commence dans 2-3 minutes. Ouais, si on est con, on y va. Hein. Quand vous voulez, vous pouvez y aller quand vous voulez. Très bien. Allez. Bonjour et bienvenue pour ce nouveau live Facebook. Aujourd'hui, je suis accompagné de Julien Lousteau. Bonjour Philippe. Bonjour Julien. Donc Julien, tu es alors blogueur, pâtissier amateur à la maison, passionné et complètement autodidacte. Voilà. D'accord. J'apprends tout seul à la maison. D'accord. Et aujourd'hui, donc, on va faire une recette de macarons. Voilà, moi je vais vous proposer ta recette. Une recette de macarons avec une ganache chocolat au lait et noisette. Alors j'ai pas réinventé en fait le macaron, pas du tout, puisque c'est l'une des rares recettes dont la recette est complètement universelle. Vous pouvez chercher sur internet des recettes de macarons, vous allez quasiment toujours tomber sur la même recette. Ce qui change par contre c'est la façon en fait d'obtenir l'appareil, c'est le procédé qui va changer. Ouais. D'accord. Voilà. Donc tu vas nous montrer ta façon de faire. Exactement. Et le but c'est de pouvoir le reproduire à la maison facilement. Voilà. Alors il y a beaucoup de choses qui sont dites sur les macarons, mais là on va essayer de montrer et de simplifier la technique en fait. Voilà, une technique qui et de permettre vraiment de le réaliser. Donc dis-nous qu'est-ce qu'il nous faut. Alors déjà il faut savoir que le biscuit macaron c'est un appareil, c'est un biscuit meringue. Donc on obtient simplement par addition d'une meringue avec un mélange de denrées sèches, poudre d'amande et sucre glace. D'accord. Et ce qui change en fait d'une recette à une autre, c'est la façon de produire cette meringue. On peut obtenir des macarons avec une meringue française. Donc une meringue, c'est simplement des blancs que l'on va monter, dans lesquels on va additionner une masse de sucre. Voilà. Mais nous, on va les produire aujourd'hui à partir d'une meringue italienne. Donc meringue italienne. Donc sucre cuit. Exactement. Donc sucre cuit, c'est un sirop en fait de sucre que l'on va porter à la température de 120 degrés Celsius. D'accord. Voilà. Souvent on dit 118 parce que le sucre continue à cuire jusqu'à 121, le temps qu'on stoppe le feu, exactement, qu'on le sort du feu. Mais aujourd'hui on va aller jusqu'à 120 et après on va le verser directement exactement. Dans les blancs montés. Mais il faut, tu as raison, toujours prendre en compte en fait ce moment d'inertie. Donc pendant lequel en fait la température du sucre continue d'augmenter. Mais disons que si on allait au-delà de 121, si on allait jusqu'à 121 degrés, il va monter à 122, 123 et là on risque d'avoir un problème au niveau du mélange. Exactement. Surtout si on a des blancs froids. Alors c'est pour ça qu'on va utiliser des blancs tempérés. Des blancs qui ont été tempérés et vieillis. Ça c'est important. Simplement en fait pour avoir une masse de blanc liquide. Voilà. Donc la consistance en fait des blancs n'est pas la même que si on avait réfrigéré les blancs. Voilà. Alors, les blancs vieillis, ce sont des blancs qui ont été retirés de la coquille et qui sont gardés dans un petit pot avec un couvercle au frigo. Au frigo. On peut les garder, ça je vous le dis, c'est bon à savoir, jusqu'à 3 semaines dans le frigo sans aucun problème, à condition de partir bien sûr avec des œufs frais. Si on part déjà avec des œufs qui sont un peu vieux, le blanc ne va pas rajeunir en restant dans le frigo en maturant. Mais 3 semaines c'est intéressant. Au-delà, on peut les congeler facilement, toujours dans un petit pot à couvert pour les protéger, et on peut les garder plusieurs semaines. Et après, il n'y a plus qu'à les faire dégeler et on obtient des blancs comme s'ils étaient frais. Voilà, donc ça marche avec les blancs, pas du tout avec les jaunes. Hein. Non, les jaunes non. Donc, il faut les jaunes, on peut les garder, enfin, je te coupe, excuse-moi, on peut les garder au frais 48 heures. Et après, on fait vite une recette avec, mais on ne peut pas les congeler, c'est plus compliqué. Voilà, donc les blancs en fait sont constitués d'un mélange eau-protéines, donc il n'y a pas de risque en fait à les conserver longuement au réfrigérateur. Voilà, très bien. Voilà. Alors, on va pas s'attarder en fait sur les pesées. Les pesées ont déjà été faites, on perdrait du temps. Oui. Cependant, 2 mots à propos des pesées. C'est vraiment une étape en fait qu'il ne faut surtout pas négliger et qui demande la plus de précision possible. Il faut être hyper rigoureux sur la pesée des denrées, notamment quand on réalise des macarons. C'est voilà. Comme ça en pâtisserie en général, on pèse tout au grand près. Exactement. En cuisine, on peut se permettre de faire de l'à peu près. Tandis qu'en pâtisserie, bien souvent, on indique des poids d'œufs en grammes. Et les internautes reviennent vers moi et me disent « Mais combien ça fait d'œufs ?» Non, si on met un grammage,
c'est parce qu'il y a des œufs qui font 40 grammes, d'autres 50 grammes, d'autres 60 grammes. Donc on pèse vraiment tous les ingrédients. Voilà, bon, donc on ne s'attarde pas sur les pesées. De toute façon, à partir de demain, vous trouverez donc, sur le site Meilleur du Chef donc la recette complète de ces macarons avec la ganache chocolat au lait et noisettes. Telle qu'on la présente habituellement en version illustrée, donc avec le pas à pas, où vous menez du début jusqu'à la fin de la recette. Et aujourd'hui, on va le faire donc en vidéo sur Facebook. Allez, on est parti. Donc, on va commencer par préparer donc, le sirop. D'accord. Qui permettra de monter la meringue italienne. Donc, dans la casserole, donc, on a déjà mis une certaine masse de sucre. Donc sucre en poudre. Sucre en poudre, à laquelle on va rajouter de l'eau. Donc c'est 50 grammes d'eau pour 150 grammes de sucre. Mais ici, la masse d'eau, en fin de compte, n'a aucune importance. Puisque, comme on le disait tout à l'heure en introduction, ce sirop, on va le porter à la température de 121 degrés Celsius. Et il faut savoir qu'à cette température, eh bien, toute l'eau, les 50 grammes d'eau, auront été complètement évaporées. Voilà. Donc ça veut dire qu'on aurait pu faire un sucre avec 1 litre d'eau. Exactement. Sauf que la cuisson sera beaucoup plus longue. Exactement, voilà. Alors là, je prends soin de bien mélanger pour que le sucre soit bien humidifié, qu'il n'y ait pas une caramélisation prématurée qui se fasse. Voilà. Donc, à ta disposition aussi, Philippe, un thermomètre qui est l'instrument de mesure indispensable pour pouvoir réaliser le sirop. Il faut en avoir un, ça coûte pas cher, donc c'est bête de s'en priver. Ne pas confondre le thermomètre sonde et le thermomètre visée laser. On s'en servira tout à l'heure également. Voilà. Mais ici, on va avoir une émanation de vapeur. Donc, si on le faisait avec le thermomètre laser, en fait, on prendrait la température de la vapeur. Exactement. Et non pas la température. Exactement. Donc, le faisceau laser qui mesure la température à l'aide de cet instrument de mesure, eh bien, va interférer en fait avec la vapeur qui se dégage au-dessus du sirop. Et à savoir aussi que ce thermomètre prend la température en surface et non pas à cœur. Exactement. Tandis qu'avec une sonde, on peut vraiment rentrer dans le produit. Alors, en parallèle, on va préparer donc la meringue. Donc, une meringue, on le disait tout à l'heure, c'est des blancs qui ont été tempérés et que l'on va monter au fouet. Et je vois que tu as 2 masses de blanc. Alors, 2 masses de blanc pour les macarons, une première que l'on monte en neige et la deuxième en fait qui sera incorporée directement à l'intérieur de la meringue mais non montée. D'accord. Donc ça on le verra après. J'ai préparé également donc, une petite masse de sucre que l'on va incorporer dans les blancs. Donc pendant le... Dès le départ tu vas les mettre? Dès le départ, ouais. D'accord. Ça évite en fait de faire grainer les blancs et de récupérer en fait une préparation qui soit bien mousseuse. D'accord. Voilà. Alors la difficulté... Avec une petite pincée de sel aussi. Oui, le sel c'est facultatif. Si les blancs sont vieillis, sont maturés, Voilà. on peut s'en passer. Il n'y aura pas de problème. Il y a une difficulté, il faut vraiment jongler entre la cuisson du sucre et le montage des blancs. Exactement. Parce qu'il faut arriver à un stade, quand les blancs seront montés, il faut que notre sucre soit à 121 degrés. C'est ça. Et c'est ça la difficulté. Donc là, la technique, c'est de commencer en fait à monter les blancs dès que ton sirop atteint la température de 110 degrés Celsius. Alors là, je suis à 108. Donc là, on est à 108. J'ai démarré la cuisson Ouais. fort pour marquer l'ébullition. Et là, tu après, ralentis un j'ai petit réduit. peu. Voilà. Sachant que ce qu'il faut savoir, c'est que la température, elle augmente assez rapidement en fait entre 80 et 110 degrés Celsius. Mais à partir des 110 degrés Celsius, toute l'eau en fait s'est complètement évaporée. La température, elle va continuer d'augmenter, mais moins rapidement. D'accord. Donc on parviendra en fait à la température de 120 degrés Celsius moins rapidement qu'entre 80 et 110 degrés Celsius. Mais vu les quantités qu'on fait, Ouais. ça va quand même Voilà. aller vite. Hein. Voilà. Donc, attention. Mais c'est quand même un paramètre à prendre. Mais si en compte. on faisait un sucre cuit avec 1 litre, 1 kg de sucre Là, là, on fait un direct de 2-3 heures de temps. là, ça serait plus long. Ouais. Donc là, je t'invite à peut-être commencer à battre lentement Voilà, donc tes blancs. on incorpore dès le départ donc, la masse de sucre, il y a 10 grammes. degrés. Et puis on va commencer au batteur à monter les blancs à vitesse moyenne. Voilà, donc là on est à la vitesse Vous êtes à 6. 4, Ouais, voilà. 6 ouais. Et toi tu es à Je suis à 109. On a une température quand même relativement douce, pour ça que ça monte lentement. 110. Bon, ces gens vont se mettre à mousser. C'est ça. Alors il ne faut pas non plus serrer la masse de blanc, comme quand on réalise un biscuit
Là, c'est vraiment pas ce qu'on veut avoir. On veut avoir en fait des blancs qui soient juste mousseux. Et c'est à ce stade d'ailleurs qu'on commencera à incorporer le sirop à l'intérieur de la masse de blanc d'œuf. Donc on est à 112. Ça monte tranquillement. Alors c'est du direct, hein, n'hésitez pas à poser des questions. 113. Je jongle avec la température de la plaque, vraiment pour que ça monte tranquillement et qu'on soit vraiment à 121 le moment venu. Alors là, on a une quantité assez réduite de blanc, c'est pour ça que tu dépasses le bord et que tu le fais un petit peu. Exactement. C'est vraiment bien amasser tous les blancs. Et c'est tout l'avantage aussi d'utiliser les robots de la marque Kitchenhead, c'est qu'ils ont un fouet en fait qui a la forme un petit peu évasée et qui permet en fait de monter des blancs comme ça, même en petite quantité. Alors là on est à 121, Voilà, là on est à 121, ça y est. à 121 degrés Celsius. On va ralentir en fait le mouvement du robot. Voilà, on maintient en fait la masse de blanc en mouvement et puis on va intégrer directement le sirop. Donc je l'ai retiré du feu à la bonne température. En fait, il va débuller, c'est-à-dire qu'il va perdre son ébullition. Et là, on le rajoute. Donc on incorpore toujours les blancs dans le sucre dans des blancs à vitesse réduite. Voilà, et puis Et après, on remet à grande vitesse. c'est ça. Et là, on va battre jusqu'à refroidissement complet. Jusqu'à finissement, ouais. C'est doucement. L'idéal en fait c'est d'avoir une meringue italienne qui ait une température de 40-50 degrés Celsius. Voilà, jusqu'à... Alors là, on pourra le contrôler avec ce thermomètre. Exactement, puisqu'il mesure en fait la température de surface. Voilà. Donc là c'est l'idéal. Alors, pendant ce temps, nous on a déjà en fait fait des pesées de toutes les matières sèches. Ici dans le contenant on a un temps pour temps, ce qu'on appelle un temps pour temps en pâtisserie. Ce sont des denrées en fait qui ont été mélangées exactement dans la même quantité. Donc, un temps pour temps sucre glace, poudre d'amande. Ce qui signifie qu'on a exactement la même masse d'amande en poudre que de sucre glace en glace. Sauf que tu as mis le cacao. Exactement, parce qu'on cherche en fait à colorer très légèrement les feuilles pour retrouver en fait la teinte du noisette, puisqu'on réalise des macarons chocolat au lait de noisette. Donc j'ai remplacé en fait 15 grammes de sucre glace par 15 grammes de cacao en poudre. Voilà. Donc on l'a tamisé, mixé, retamisé pour avoir quelque chose de très très ferme. Exactement. On les a mélangés ensemble. Et cette étape aussi, elle n'est pas à négliger, puisque ça permettra d'avoir des macarons dont la surface est très très lisse. Voilà. Donc n'hésitez pas à la maison, si vous voulez reproduire cette recette, à mixer de temps pour temps et de le passer également au camion. Donc ça permet d'avoir des grains vraiment très très fins. Donc là, Julien, on est à 35 degrés. Voilà. En fait, moi je me base surtout au toucher par rapport au bol du robot. Donc effectivement c'est tiède. Donc on va ralentir le mouvement du robot et on va intégrer le colorant en poudre. Voilà. Pour avoir cette teinte en fait, on mélange du cacao en poudre avec un colorant jaune. Ça permet d'avoir ce marron clair, ce beige. Ouais exactement voilà. Alors c'est du colorant hydrosoluble. Voilà, qui a la particularité en fait de se dissoudre à l'intérieur de matières qui contiennent de l'eau. Voilà. Et c'est faire des Mais blancs. du colorant en poudre, pas liquide. Non, c'est mieux en poudre, ouais. La dissolution en fait se fait beaucoup mieux. Ouais. Sinon on apporterait une petite En plus, on changerait la quantité d'eau à l'intérieur de la recette. Donc on met une pointe de couteau. Hein. Voilà, donc c'est, Il n'y a pas de gramage précis, on le fait à l'œil. Exactement. Ça va suffire.
là, on a bien intégré le colorant en poudre donc, dans la masse de blanc, de meringue italienne. Donc, la meringue est tiède. Et à ce stade, on va incorporer la deuxième masse de blanc d'œuf. D'accord. Directement à l'intérieur de la meringue. On va fouetter de nouveau pendant une dizaine de secondes. Alors non pas pour monter la deuxième masse, mais juste pour pouvoir les mélanger. Donc à vitesse maximum, ça va très vite. Hein. Et là on arrête. D'accord. Là on va remplacer donc, le fouet par la feuille, ce qui va me permettre de faire un pré-mélange. Donc le pré-mélange avec toutes les poudres. Donc poudre d'amande, sucre glace, cacao. Voilà. Alors habituellement, je sais, quand on fait des macarons à la maison, c'est pas comme ça qu'on procède. On intègre la deuxième partie de blanc d'œuf directement dans le mélange de poudre et on obtient cette espèce de pâte assez consistante. Ça n'est rien d'autre que de la pâte d'amande. Mais aujourd'hui, on propose une technique un peu différente, mais qui marche très bien. Qui marche très bien et qui permet en fait de ne travailler qu'avec un seul contenant plutôt que d'en avoir plein. Il faut penser au nettoyage aussi derrière. Voilà, donc là on va juste faire un pré-mélange à la feuille et à petite vitesse. Comme ceci. Donc là on n'a pas du tout un mélange homogène. Donc je m'arrête volontairement. Et puis on va terminer le macaronnage en s'aidant d'une petite maryse. Donc, là tu as commencé le macaronnage. Là j'ai commencé. Donc macaronner en fait c'est un terme qu'on utilise en pâtisserie. C'est le terme qu'on entend souvent revenir quand on fait les macarons. Qui signifie simplement que l'on mélange en fait le mélange de poudre à la meringue italienne, c'est tout. D'accord, on s'en fait un monde avec ce terme. On a peur de trop mélanger, pas assez mélanger. Voilà, il faut s'arrêter en fait au bon moment. Alors on va le voir, on va s'arrêter. Il y a une texture à avoir. Voilà, il y a des petits tests qui vont nous dire on est bon ou pas assez bien mélangé. Je ne sais pas si Gaëtan, tu as la possibilité de zoomer un peu sur l'appareil. Donc là on n'a pas du tout en fait un appareil qui est homogène. Donc déjà on le voit du fait de la couleur qui n'est pas du tout homogène. Jaune, marron. Voilà, on a cette masse marron qui n'est pas encore bien intégrée avec la masse jaune. Donc l'idée en fait de macaroner, c'est de mélanger tout ça pour obtenir en fait une masse qui soit complètement homogène. Donc à chaque fois tu ramasses sur les côtés et tu vas chercher sur les côtés, au fond. Voilà, on va chercher au fond. Qu'il ne reste pas de masse sèche non mélangée. On aurait très bien pu aussi continuer de le faire à la feuille, ce que vous pouvez faire à la maison. Il faut juste savoir s'arrêter au bon moment. Donc c'est pour ça que j'aime bien commencer avec la feuille du robot et puis après terminer avec la maryse. L'idée en fait c'est d'avoir un appareil donc, qui est la consistance idéale pour pouvoir pocher après sur plaque et un appareil qui forme ce qu'on appelle le ruban. Donc le fameux ruban en fait on l'obtient en prélevant une masse assez importante d'appareil avec la maryse. Et il faut qu'on ait un ruban en fait qui soit complètement ininterrompu. Ici c'est pas le cas. Je sais pas si on le voit là à la caméra, Gaëtan. Voilà. Ici en prélevant en fait la masse. Ils seront. Exactement. Donc là je sais que je dois continuer de mélanger, de macaroner. Tu peux remontrer? Voilà, il devrait rester en continu. Alors là on peut y aller. Non mais le risque c'est d'aller trop loin. Exactement, ouais. Mais là on n'y est pas du tout. Alors, un autre signe qui montre qu'on a suffisamment macaroné, c'est l'aspect de l'appareil. Donc quand le mélange a correctement été effectué, on doit obtenir en fait un appareil qui est légèrement brillant, qui est nacré. Et on voit qu'on commence à l'obtenir. Oui. Alors je peux remontrer. Donc le ruban on l'a presque là. Il se tient mieux. Oui. Donc il se tient. Encore un petit peu. Mais on voit qu'il manque encore un petit peu. Donc il ne faut pas hésiter à aller chercher la masse aussi qui se trouve au fond. D'où l'intérêt aussi de réaliser cette étape de macaronnage avec une maryse. Plutôt qu'un fouet ou. Parce que l'idée là c'est pas d'incorporer de l'air. Oui, d'accord. C'est juste de mélanger pour obtenir la bonne consistance. Donc
certains pâtissiers aussi utilisent une corne. Les cornes, oui. Donc il y a plein de façons en fait de macaroner. On y trappe un petit peu la main avec la corne, donc c'est Ouais, mieux à la voilà. maryse. À la maryse, c'est mieux, surtout pour des petites quantités comme ça, Ouais. c'est vrai que c'est vraiment l'idéal. Voilà, donc si on va trop loin dans le macaronnage, notre pâte va être trop souple. Beaucoup trop souple. C'est pas pour autant qu'elle est pas bonne. Non, parce que ça va pas affecter en fait le goût du macaron. Donc c'est pas parce qu'on a trop macaronné que les macarons ne seront pas mangeables. Ça va affecter la présentation. Exactement. Voilà. Donc à la cuisson, en fait, vous risqueriez d'avoir un macaron qui s'étale légèrement et qu'il ait aussi une collerette Qui soit pas régulière. qui pousse en fait sur les côtés du macaron. Mhm. Voilà. Donc ne jetez pas votre pâte. Hein. Vous cuisez votre pâte en macaron. Vous faites des macarons, ils seront un peu moins beaux, mais ils seront tout aussi bons. Alors souvent dans les questions aussi qui reviennent, c'est pourquoi est-ce que mes macarons fissurent à la cuisson? Alors s'ils fissurent, en fait, c'est que dans l'appareil, il y a un excès d'humidité, il y a trop d'eau. Alors cette humidité, il faut savoir que ce sont les blancs d'œufs en fait qui l'apportent. Puisqu'on l'a dit tout à l'heure, à l'intérieur du blanc, il y a un mélange protéines-eau. Donc s'il y a cet excès d'eau à l'intérieur de l'appareil, c'est simplement parce que la recette n'est pas la bonne. D'accord. Dans ce cas-là, il faut envisager en fait de revoir sa recette en diminuant en fait la masse de blanc d'œuf, ou bien de changer de recette. D'accord. C'est des recettes, il en existe bien sûr des dizaines, voire des centaines. Donc il n'y a pas une recette de macaron. Voilà. Donc il faut tout simplement changer de recette. Autre difficulté aussi qu'on peut rencontrer, même si on a un appareil qui a la bonne consistance, c'est d'avoir après cuisson un macaron dont la collerette ne s'est pas formée. Donc là c'est pareil, ça ne va pas affecter le goût. Les macarons seront vraiment très bons, il ne faut pas les jeter. Bien au contraire, il faut les manger. Et ça viendra de quoi que la collerette Alors ça c'est parce que ça vient du four en fait. C'est certainement parce que le macaron, quand il a été mis dans le four, il n'a pas été saisi. Donc dans ce cas-là, ce qu'on peut envisager, c'est de recommencer en fait la recette la prochaine fois, mais d'augmenter de 5 ou 10 degrés la température du four. D'accord. Ou bien, ce qui est possible aussi, c'est de mettre à l'intérieur de son four qui préchauffe une plaque pleine à pâtisserie, et puis au moment d'enfourner, on vient poser en fait directement la plaque avec les macarons qui ont été pochés sur la plaque qui est bien chaude. Et là, pour le coup, ça permettra de les saisir. Et non pas sur la grille. D'accord. Voilà, et d'avoir une belle collerette. Donc aujourd'hui, on est à 155 degrés. Voilà, avec une ventilation. Ça peut varier d'un four à l'autre. On peut être que 160, ça sera mieux chez vous. Donc il faut faire des essais. Voilà, donc là on a Là tu commences à avoir un ruban qui commence à avoir le ruban. qui est meilleur tenu. Donc tu mélanges quand même pas mal, je crois. Ouais. Alors il faut savoir que moi après, quand je les réalise à la maison, je réalise l'étape de macaronnage directement avec la feuille du robot. Entièrement de A à Z, d'accord. Donc tu as vu Philippe, moi j'ai macaronné avec la feuille pendant 5 secondes, Oui, juste pour faire un Ouais, pré-mélange. Ce que je suis en train de faire, c'est vrai que c'est facilité en fait en utilisant la feuille du robot. Vous voyez l'avantage en fait de procéder comme ça, c'est qu'on n'a pas changé en fait le contenant de la recette. Moins de vaisselle. Moins de vaisselle. Ouais. Je pense pas, mais il faut la faire après. Bien souvent, il y en a beaucoup. Tiens, je te laisse mélanger un peu. Ouais. Je peux le faire de manière très énergique. Donc je vais préparer le matériel pour pouvoir pocher. Toujours pas de questions, Gaëtan? Non. Par contre, nous avons des bonjours du Périgord, mais aussi d'Athènes. D'Athènes, D'Athènes. on doit expliquer tout ce qu'il faut parce qu'on n'a pas de questions. Voilà. Alors pour pouvoir les pocher ces macarons, donc on a préparé la poche à douille et avec une douille unie dont le diamètre en fait fait 8 mm. On y est presque. Voilà, qu'est-ce que t'en penses là? Alors, Dis-moi. moi ça me paraît très bien.
Donc là on a le fameux ruban. Quand on fait le ruban, on ne pas la spatule à 50 cm. Hein. On reste vraiment près de la masse. Voilà, donc on met directement en poche. Et bonjour de Bordeaux aussi, Ah, me dit-on. Et du Brésil, me dit-on. Alors de Bordeaux, est-ce que c'est pas notre ami Clément? C'est pas Clément, notre ami Clément. Clément, le meilleur pâtissier, il n'est pas avec nous? Il n'est pas avec nous. Il Nous va, avons se, une question. il va se retirer les oreilles. Pourquoi mettre les 50 grammes de blanc en plus après? C'est simplement, on l'a expliqué, pour faciliter en fait le macaronnage. Parce qu'on peut, on pourrait très bien les mélanger directement à la poudre d'amande et au sucre glace, hein, mais on obtiendrait en fait une masse assez compacte. Hein. Oui. Et ce qu'on fait traditionnellement en pâtisserie, il n'y a pas de problème. Hein. Ça marche aussi comme ça. Hein. Hein. Normalement, c'est ce qu'on fait. Ouais. Donc ces blancs sont nécessaires dans la recette. Ils sont donc, indispensables. Il faut les incorporer. Ce sont des blancs non montés. Non montés, ouais. Et l'idée en fait de les incorporer directement à la meringue, c'est de faciliter cette opération de macaronnage. Voilà. Et vraiment facilité si on le fait avec la feuille du robot. Hein. Ce qu'on n'a pas fait là aujourd'hui, parce qu'on voulait vous montrer justement la consistance. Après, tout le monde n'a pas de robot à la maison. Non. C'est ça qui va être embêtant. On peut le faire avec un petit robot ménager où on a les pots éjectables. Mais bon, c'est quand même indispensable d'avoir un robot de ce type dans sa cuisine. Exactement. Donc ici, en parlant du robot, notre question, si on réalise les macarons à la feuille, on doit faire tourner le robot combien de temps? Et alors c'est vitesse minimale. Il faut en fait le faire tourner jusqu'à ce que l'appareil fasse le ruban. Qu'on ait la texture qu'il faut. Voilà. Et en surface, hein, on obtient aussi un appareil qui est nacré. Donc un petit peu brillant. Et brille en surface. Voilà. Ça a des similitudes avec la pâte à choux. Ouais, exactement. La texture, la brillance. Exactement. Même si c'est deux choses totalement différentes. Donc ici, tu vas pocher tes macarons sur une toile pâte avec les empreintes déjà dessinées dessus. Alors ça c'est hyper pratique, hein, puisque ce sont des tapis en fait aussi de pâte hein, qui ont été conçus spécialement pour pouvoir pocher les macarons. Donc c'est du silicone, hein, voilà. Avec de la fibre à l'intérieur pour la résistance du tapis. Et ça permet vraiment d'avoir des macarons réguliers. Voilà. Parce que si on le faisait à main levée sur une silpâte sans les empreintes, on aurait des macarons moyens, petits, gros. Et après, quand on les assemble, on veut vraiment avoir des macarons qui soient très ressemblants. C'était pas facile, hein, surtout quand on apprend à utiliser la poche à douille. Donc là, ça aide bien. Donc on a mis en fait l'appareil à macarons sous pression. Donc là, il est encore tiède. Hein. Peu importe, hein, on peut commencer à pocher. D'accord. Par rapport à la douille, c'est pas le diamètre de la douille qui fera la taille du macaron. Pas du tout. Hein. C'est souvent la question qui revient. Telle douille correspond à quel diamètre? Au contraire, il vaut mieux en fait utiliser pour cet appareil qui est légèrement coulant une douille qui est petite, qui est pas trop parce qu'on va mieux réussir à gérer en fait la quantité qui sera pochée sur le. Et pour les choux, c'est pareil. Hein. C'est exactement pareil. Ouais. On peut faire un gros chou avec un petit voilà. douille. Donc là, on se place directement au centre de l'empreinte et puis on va exercer une légère pression sur la poche. Quand l'appareil arrive au niveau du gabarit, donc j'arrête de pocher, hop, et puis on effectue un petit mouvement qui permet en fait de couper la pâte. Donc je l'ai fait au ralenti pour pouvoir vous montrer. Alors c'est pas très uniforme, mais il faut savoir que c'est un appareil qui est coulant et qui va s'uniformiser tout seul, ou alors quand on va taper la plaque sur le plan de travail. D'accord. Donc je remonte, hein. Hop, on appuie jusqu'au niveau de l'empreinte, on arrête. Donc tu restes bien au centre immobile, voilà. Et c'est ta main gauche, t'es gaucher, c'est ta main gauche qui presse. C'est ça, et puis on effectue un petit mouvement circulaire afin de couper la pâte. Et même si vous n'arrivez pas à maîtriser ce mouvement, c'est pas grave, hein. Ne le faites pas. Par contre, ce qui est important, c'est d'arrêter d'appuyer sur la poche. Oui. Donc même pour la pâte à choux, ce serait gênant en fait d'avoir ceci. Ça empêcherait en fait le développement on n'aurait pas un chou qui soit complètement uniforme après cuisson. Pour les macarons, pas d'inquiétude, hein, regardez. Ce qui est important, c'est d'arrêter de pocher en fait quand on arrive au niveau de l'empreinte. Et même si je veux tirer comme ça, c'est pas grave. Donc j'ai cette petite pointe disgracieuse qui se forme, mais qui partira après quand on va uniformiser les macarons en tapant la plaque. Donc la régularité s'obtient avec l'entraînement. Lorsque je fais des cours ici, au sein du labo des chefs, j'ai souvent des clients qui sont des élèves qui sont désespérés parce qu'ils n'y arrivent pas. Ça s'obtient avec l'entraînement.
Mais ça s'obtient assez vite quand même, donc il ne faut pas désespérer. On me pose une question aussi, de savoir quelle différence y a-t-il entre des macarons réalisés avec une meringue française, italienne ou suisse. Est-ce que le procédé est le même pour le macaronnage? Le procédé, c'est exactement le même. Oui. C'est le... Après, il y a différentes écoles. Il y a ceux qui préfèrent la meringue italienne, c'est notre cas aujourd'hui, et ceux qui préfèrent à la meringue française. Personnellement, on obtient de meilleurs résultats à l'italienne, avec la meringue italienne. Une meilleure tenue de la pâte. Même si le procédé de fabrication en fait est plus compliqué puisqu'il y a ce sirop en fait à réaliser, c'est vrai que le résultat en fait après cuisson est, à mon sens, plus satisfaisant que si il avait été réalisé avec une meringue française. Alors là, on réalise en fait des macarons parisiens, mais il faut savoir qu'il existe différents types de macarons. Et puis ici au Pays Basque, on est bien placé pour le savoir, oui. Puisqu'il y a la grande, mais je ne sais pas si on peut citer des noms de maisons de pâtisserie, la Maison Adam, qui propose des macarons qui n'ont rien à voir en fait avec ces macarons parisiens qu'on a l'habitude de voir dans la plupart craquelés, des qui boutiques sont craquelés, pas très réguliers. Mais par contre, le procédé de fabrication est le même, c'est un biscuit meringué, c'est-à-dire un mélange de poudre d'amande, une pâte d'amande, dans laquelle on a additionné une meringue. Et généralement, les touristes qui viennent au Pays Basque ne repartent pas sans leur boîte de macarons. Voilà. On a aussi le macaron de Nancy. Oui. Si on a des amis lorrains là, qui nous regardent. Chaque région a sa spécialité et sa spécificité. Voilà. Donc nous, on réalise. La grande mode, c'est les macarons bien lisses, bien brillants, bien. Voilà. Mais bon, il n'y a pas que ces macarons-là. Ce qui fait la différence avec les macarons parisiens, c'est que les macarons parisiens, en fait, on va les garnir avec une ganache. Ce qui n'est pas le cas, en fait, de tous les autres macarons. Non, les macarons de chez Adam, ils sont en nature. C'est la coque seule. Voilà, donc là, pour uniformiser, en fait, la surface des macarons, on va simplement, en fait, taper la plaque sur le plan de travail. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est tapoter comme ceci en dessous. On voit déjà qu'il se lisse. Voilà, il se lisse. Donc tu le jettes pas, tu le fais tomber de son propre poids. Voilà. Ouais. Et puis on pense aussi à préserver son plan de travail. Ici c'est du marbre. C'est costaud, ça va. Pas de problème. Mais on n'hésite pas quand même. Voilà, il faut bien les lisser. Donc ils vont s'étaler légèrement, sortir de l'empreinte. Mais ça c'est normal, c'est voulu. En parlant de la plaque, Vanessa nous demande qu'est-ce que ça apporte d'avoir une plaque perforée. Alors, plaque perforée, uniquement en fait si on utilise le tapis en silicone. Si jamais, Vanessa, tu envisageais en fait de pocher les macarons, c'est possible, et ça marche très bien d'ailleurs, de les pocher directement sur un papier cuisson. Moi, je te préconise d'utiliser une plaque pleine plutôt qu'une plaque perforée. Pleine et en acier de préférence. Voilà. Bon, là, on est en fait sur une cuisson en fait sur un tapis silpat, donc pour une meilleure conduction de la chaleur. Mais la chaleur pénètre mieux à travers la plaque et à travers le. Alors, ici, on utilise la plaque SiliChef, qui est une exclusivité meilleure du chef. Donc c'est une plaque qui s'adapte à la majorité des fours ménagers et qui a un angle ici pour l'appréhension, pour l'attraper et le mettre dans le four facilement. Voilà. Et elle est aussi revêtue d'un revêtement anti-adhérent pour cuire des fourneaux tartes, c'est pratique. Pour cuire les macarons, on ne pourrait pas le faire directement dessus parce que le macaron rentrerait dans les trous et on ne pourrait plus le décoller après. La recette sera-t-elle disponible après? Oui, demain. Demain, donc sur le site Meilleur du Chef. En version illustrée, donc pas à pas. Alors, juste dernière petite précision, et je pense que ça répondra aussi à la question de Vanessa, sur le support à utiliser pour pouvoir procéder à la cuisson des macarons. Il est vrai que sur papier cuisson, la collerette en fait se forme beaucoup mieux que sur tapis silpat. Voilà. D'accord. Et moi j'aime bien en fait les macarons qui ont une petite collerette. Est-ce que le papier cuisson n'a pas tendance aussi à gondoler avec l'humidité de la pâte voilà. Et à ne pas faire des coques bien lisses sur le dessous? Ouais. Ce qui peut arriver aussi, ouais. Ce qui peut arriver, ouais. Mais il y a le pour et le contre dans vous aurez en fait une collerette dont la hauteur est plus importante si vous les cuisez directement sur papier cuisson que si on les cuit sur tapis silicone. Donc à ce stade, on peut mettre des petites brisures on va le faire, d'ailleurs. de spéculoos, de la crêpe dentelle. Alors ça on le fait en fait tant que le macaron n'a pas croûté. Donc il faut que d'ailleurs on n'est pas obligé de faire croûter pour pouvoir les passer en cuisson. Soit on décide en fait de les faire croûter et dans ce cas-là il faut les laisser à température ambiante à l'air libre pendant au minimum une trentaine de minutes, ou bien alors il faut les passer directement en cuisson et je peux vous assurer que le résultat est strictement le même.
D'accord. Par contre, Donc- ce qu'il ne faut pas faire, c'est les laisser comme ça pendant 10 minutes. Et après, on décide Et de les puis, passer en cuisson. Donc Parce on que les met là, en cuisson de suite de ou suite, on laisse ou croûter. on attend 30 minutes. D'accord. L'intérêt en fait de faire croûter, c'est qu'il y a une petite pellicule qui va se former sur la surface du macaron, qui est simplement due en fait à l'oxydation de l'appareil à cause de l'air. De l'air ambiant, oui. Et cette petite pellicule qui se forme, eh bien, elle va protéger la coque du macaron à la cuisson. D'accord. Ce qui peut l'empêcher de fissurer ou. D'accord. Mais là, c'est pas la peine. Donc ici on va mettre, donc on a des noisettes hachées, le paquet feuilletine qui est la crêpe dentelle Voilà. brisée. Donc sur la moitié en fait des coques. Donc on en met un tout petit peu, ça colle tout seul. Hein. On peut mettre un petit peu de... Ouais, et puis ça se défait pas après la cuisson, puisque ça vient en fait adhérer sur la surface du macaron. un petit peu de noisette. Donc à peu près sur la moitié, je sais pas si on a la moitié. Là, c'est- Ouais, à peu près. Donc, ce sont De toute des- façon, pour les besoins du live, on a déjà une plaque de coques qui sont cuites, hein, parce que sinon la vidéo serait vraiment très longue. sur ces tapis en fait spécial macaron, il y a possibilité en fait de réaliser 30 coques. Sachant qu'avec la recette qu'on va vous proposer donc, dès demain sur le site Meilleur du Chef avec Philippe, donc cette recette, On peut aller eh bien, jusqu'à vous allez 60, réaliser 70 60-70 coques. Ouais, c'est ça. Donc Voilà. après il faut diviser par deux pour obtenir le nombre de macarons. Oui, Parce bien que sûr. Par macaron, Un macaron, c'est 2 coques et une on utilise garniture. 2 coques. Et là on les passe directement en cuisson. D'accord. Donc cuisson dans un four qui est ventilé. La ventilation Alors, est importante puisqu'elle chaleur permet en tournante. fait de... L'appellation est différente selon les fours, chaleur tournante, ventilée, air pulsé. Voilà, Voilà, c'est la même chose, à 155 degrés. 155. Nous avons aussi une question de quelqu'un qui nous demande comment faire des jolis dessins sur la coque du macaron sans les humidifier. Des dessins, c'est-à-dire Des dessins, de jolis dessins sur la coque du macaron Combien de et temps éviter d'humidifier. Alors c'est 14 minutes. 14 minutes. Je le précise. Voilà, c'est parti. Des dessins sans les Dessiner humidifier, sur les j'ai macarons. entendu. Je vois pas trop ce qu'il veut faire. Alors, est-ce qu'il veut faire des macarons bicolores? Dans ce cas-là, c'est 2 pâtes qui ont 2 couleurs différentes, Voilà. 2 pâtes identiques avec 2 couleurs différentes. C'est le colorant qui change. Et ensuite, il y a des Ils sont- poches spéciales qui permettent. Ouais, ou alors qu'ils sont mises dans 2 poches. C'est 2 poches à différentes degrés mises dans différents. une seule poche. Voilà. Et après, on poche de façon à avoir les 2 produits qui sortent ensemble et d'avoir des macarons bicolores ou tricolores, on pourrait même l'imaginer. Après, il doit exister des crayons en fait alimentaires qui permettent d'écrire sur les biscuits. Oui, mais ou, écrire sur le biscuit cru, je sais ou pas alors si, ça se dessine sur le biscuit cuit lorsqu'il est dur. Oui, exactement. Ouais. Ouais, après cuisson. Ouais. Bon. Je suis pas fanat en fait. Ah non, moi non plus. À approfondir, je ne sais pas qui c'est qui posait la question. Voilà, donc nos coques cuises. On va anticiper un petit peu, parce qu'on a fait des coques tout à l'heure, Voilà. et nous obtenons donc ce résultat-là. Donc nos coques ont formé une jolie collerette. Donc exactement avec la même recette. Il faut savoir que à la cuisson, ça s'étale légèrement. Donc si vous respectez en fait l'empreinte, il vous est donné, il vous est imposé même par le tapis, et bien vous obtiendrez les macarons dont le diamètre fait Voilà. entre 3,5 cm et 4. Et les C'est la coques, taille standard, et les en fait, coques en ne vont pas se pâtisserie. toucher entre elles, même Voilà. si elles sont très proches. C'est fait pour. Pas de souci. Voilà. Par contre, juste avant de passer en fait à la réalisation de la ganache, c'est que fait-on en fait du reste d'appareil. Alors soit on poche tout directement, mais dans ce cas-là, pendant la cuisson de la première plaque, il va falloir envisager de laisser croûter les 2 dernières plaques pendant au minimum 30 minutes. Oui. Ou bien, On si n'a on pas le veut, choix, en fait, vu qu'il y a une cuisson en cours. voilà, sauf si on a plein Oui. de fours comme ici, mais à la maison c'est pas le cas. Ou bien ce qu'il faut faire, c'est si on n'envisage pas en fait, si on veut s'affranchir de cette étape de croûtage, eh bien il faut simplement laisser l'appareil à l'intérieur de la poche à douille. Donc à l'abri Voilà, comme ça. de l'air. Donc pas forcément Pour ne pas frais, on faire laisse. frotter, en fait. Voilà, exactement. Voilà. Là, elle est protégée en fait à l'intérieur de la poche. On laisse l'appareil donc à l'intérieur de la poche à douille. Quand la première plaque aura terminé de cuire, eh bien je pocherai la deuxième plaque que je passerai directement en cuisson. Et une fois que mes coques sont cuites, je peux les conserver sans les fourrer. Oui, alors ça se conserve très très bien puisqu'il faut savoir que c'est un biscuit qui est sec, donc qui ne contient pas en fait de jaune d'œuf. C'est un biscuit meringué. Donc ça se conserve dans une boîte hermétique à température ambiante et puis ça peut tenir comme ça pendant une semaine. On peut même envisager de congeler directement les coques. Voilà. D'accord, très bien. C'est un appareil qui supporte très bien en fait la conservation.
D'accord. Alors la ganache, On va enchaîner sur la ganache. Je vais aller Ganache, chercher hein. les ingrédients. donc c'est une ganache chocolat au lait à longa, donc de la marque Cacao Barry, dans laquelle en fait on va additionner une pâte de praliné amande noisette pour apporter ce petit goût en fait de noisette. Dans la recette qu'on va vous proposer demain avec Philippe, vous pouvez remplacer en fait la pâte de praliné par n'importe quelle pâte de fruits secs que vous voulez. On pourrait envisager d'utiliser une pâte de noisette. Bien sûr. Celle-ci, elle a des morceaux dedans, ça va être encore meilleur. Voilà. La dégustation. On peut aussi remplacer donc, la pâte de praliné par une pâte de spéculoos, vraiment ce qu'on veut. Alors ici, j'avais du spéculoos en morceaux. On aurait pu mettre le spéculoos sur les coques et faire une ganache Voilà. au spéculoos. Chocolat au lait, donc avec la pâte de spéculoos. On peut imaginer avec des pâtes à tartiner. Il y a beaucoup de variantes. veut, On n'a ce pas qu'on toutes veut. les solutions ici. En tout cas, sur la recette qu'on vous propose, il y a une masse de chocolat avec une masse de pâte de praliné. Vous prenez la pâte de praliné que vous voulez. Donc ça peut être une pâte de noisette, alors pas de la pâte de pistache parce que ça irait pas avec le chocolat au lait, mais comme je l'ai dit, ça peut être une pâte de spéculoos, ce qu'on veut. Voilà, il y a tellement de possibilités en pâtisserie, là vous allez pouvoir vous faire plaisir à la maison, sans problème. Nous avons une autre question pour la cuisson. Le four doit-il être préchauffé? Ah oui, toujours. Toujours en Et pâtisserie. faut-il enlever les macarons de la plaque pour arrêter la cuisson? Non. Les macarons, Il refroidit sur la plaque, le macaron. Il faut les laisser refroidir on sur la plaque. les laisse sur le tapis. Ouais. On les décolle une fois froid. Et peut-on cuire plusieurs plaques en même temps? Si le four le permet. Il faut que ce soit un four. On en a fait, une meilleure à cuisson cuisson un peu- en cuisant une à une, mais on pourrait aller jusqu'à 2 voire 3. Ouais. Mais Sur des fours ménagers, moi je préconise en fait de comme c'est une cuire cuisson en un fait, peu un seul particulière, temps. un peu sensible, faire attention. Bon et puis il faut pas être pressé. Après c'est pas une cuisson non plus qui nécessite des heures et des heures Non, voilà. de chauffage. On est sur une durée de 14 minutes. Donc s'il y a 3 plaques à cuire, allez en 1 heure on a réalisé complètement ces macarons. Oui, oui, oui. Donc première chose, toi tu vas mettre de la crème à chauffer. Voilà, donc c'est une crème qui est riche en matière grasse. Oui, 30-35%. Ça c'est inévitable. On Au ne peut pas minimum, faire c'est de. 30 et au maximum on peut aller jusqu'à 40, mais on trouve le plus couramment Voilà. du 35. On ne peut pas négliger en fait cette information puisque c'est la matière grasse. Alors déjà qui d'une part va permettre de fixer les arômes pendant le refroidissement et ça va assurer aussi une bonne texture. Donc on fait chauffer cette crème. Avant ça, il y a une chose que tu as oublié. Il faut mettre La la gélatine. gélatine à hydrater. Alors vas-y. Toujours dans une recette où il y a de la gélatine en poudre ou en feuille, il faut la mettre à hydrater parce qu'il lui faut quand même un petit délai d'hydratation qui est de 15 minutes environ. Donc j'ai juste mis l'eau dans la gélatine. Quand on utilise la gélatine en poudre, c'est toujours 6 fois le poids de la gélatine en eau. Donc pour 10 grammes de gélatine, il y en a beaucoup moins ici, mais c'est un exemple, on mettrait 60 grammes d'eau. Exactement. Donc je mélange bien, que toute la gélatine soit humidifiée et on la laisse de côté. Voilà. Et là on peut commencer à mettre notre crème à chauffer et ainsi quand on aura besoin de la gélatine, elle sera prête. Cette gélatine peut être aussi faite bien en amont. Oui. Donc c'est ce qu'on a fait. Donc celle-ci on ne va pas l'utiliser et j'en ai une qui est toute prête ici, qui était dans le frigo. Donc par contre ce qui est important voilà, c'est de la conserver cette gélatine qui est déjà hydratée au frigo. Oui voilà. Au frais ouais, et pas à température ambiante. Et c'est un produit qui se conserve pas longtemps, 48 heures maximum. Pour ceux qui font beaucoup de pâtisserie, et on peut se faire une mer de gélatine, on appelle ça. Ouais. Et après on prélève la quantité qu'il nous faut. Mais par contre on le conserve que 48 heures. Parce que c'est un milieu en fait qui est très sensible au développement des bactéries, Mais donc Pour à une ganache conserver au au frais. fruit, est-ce que vous avez une astuce pour éviter que le macaron ne s'humidifie trop vite? Bah là, déjà il faut éviter en fait tout ce qui est donc bon là il faut réaliser des ganaches tendres et non des ganaches montées, ce qu'on voit parfois dans certaines recettes de macarons. C'est très bien aussi avec une ganache qui a été montée, mais la ganache qui est montée, elle contient beaucoup plus de crème, donc beaucoup plus d'humidité, et donc elle va humidifier très très vite le macaron. Mais ça contient beaucoup plus de matière grasse aussi. Alors beaucoup plus de matière Et grasse. la ouais. matière grasse imperméabilise. Donc, Voilà, donc quand tu l'eau, dis la tendre, matière grasse, quand tu dis faire des macarons plutôt tendres que je sais plus comment tu as dit. Que ganache montée, Que c'est- montée, en fait, voilà. c'est une ganache qui n'est pas montée. Ouais. Quel dessin. D'accord. Donc une ganache en fait qui va contenir beaucoup plus de masse de chocolat que de crème. D'accord. Et ici c'est le cas. Ouais. Si on voulait la monter cette ganache, déjà on ne pourrait pas, parce que après refroidissement elle va avoir une consistance assez importante. Si on voulait la monter, il faudrait rajouter un excédent de crème. D'accord. Voilà. Et donc eh bien on apporterait de l'humidité, ce qui humidifierait les coques, etc. Pour la question de... C'était la question de Isabelle. Voilà. Alors, pour éviter justement cet excès d'humidité, moi je préconise de réaliser à chaque fois des ganaches et non pas des crémeux.
notamment pour les macarons citron. On pourrait très bien en fait partir sur une recette d'un crémeux citron. C'est la recette qu'on utilise pour faire les tartins. Mais il faut savoir en fait que c'est un crémeux en fait qui contient énormément d'eau. Et donc en 2-3 heures à l'intérieur des coques de macarons, eh bien, le taux d'humidité en fait serait trop important et le macaron en fait il serait trop mou. C'est pas possible. Donc dans ce cas-là, ce qu'il vaut mieux en fait, c'est réaliser des ganaches, même à base de purée de fruits, c'est possible. Et dans ce cas-là, alors c'est pas du chocolat au lait qu'on utilise, c'est plutôt un chocolat blanc avec la purée de fruits en fait. Chocolat zéphyr, si on reste dans la gamme cacao barry. Voilà. Ou bien alors un chocolat noir avec une purée de framboise ou. D'accord. Donc là, on a la crème en fait qui est à ébullition. Donc je vais la verser complètement sur les pistoles de chocolat Et le praliné. Et la pâte de praliné. Là-dedans, on y incorpore aussi la masse de gélatine. Alors, c'est ici. Donc la gélatine s'incorpore toujours dans un environnement chaud, de façon à ce qu'elle puisse fondre et bien s'incorporer. Voilà. Ça. Voilà. Et on émulsionne, alors soit directement avec un mixeur plongeant, ou bien avec une maryse. Je sais pas si on voit la Gaëtan sur l'image ou. Si tu peux pencher un peu. Il y a un noyau élastique qui se forme au centre de la ganache. Elle devient de plus en plus brillante. Tu peux nous montrer la ganache? Oui, on obtient quelque chose qui est très fluide. Très très fluide, mais qui va prendre de la consistance après 2-3 heures de réfrigération. Parce qu'on va le laisser maturer au frais justement. Voilà, ça c'est important. 2 heures minimum, on pourrait la faire la veille. Ça c'est important, ouais. Alors la maturation est importante parce que c'est la matière grasse qui se trouve dans la ganache qui va développer tous les arômes. Exactement. Et la maturation sert à ça. Alors donc nous on a anticipé pour ce direct, on a déjà préparé une ganache. Donc c'était ce matin à 10h. Ce matin, ouais. Et donc ça fait déjà 3 bonnes heures. Donc elle est dans le réfrigérateur. On va aller la chercher peut-être. Non, là en l'état tu couvres avec un papier film au contact. Exactement, voilà. Et on le met au frais. C'est ça. Je vais chercher la ganache. Pas d'autres questions, Gaëtan? Pour l'instant, non. On peut rappeler que la recette sera disponible sur le site. Oui, les deux. Donc vous allez voir la différence. Donc ici on est sur une masse qui est complètement Figé. compacte. Mais une ganache qui reste relativement tendre. Qui contient en fait beaucoup de chocolat. Et donc il ne va pas apporter en fait énormément d'humidité. Donc à l'intérieur des coques de macarons. Ça, on peut le voir en mélangeant avec une maryse Voilà. la texture qu'elle a. Donc, on a préparé donc À la corne. la poche à douille, une corne. Voilà, on est sur une ganache en fait qui est tendre, qui a cette texture. Et qu'on obtient en fait après 2-3 heures de réfrigération. C'est pas la peine de la faire la veille en fait. Vous pouvez la faire en fait avant de réaliser les coques de macarons. Vous laissez en fait Des fois, quand on n'a pas le temps. pour s'avancer, oui, on peut faire la veille. Ouais. Par contre, si vous faites la veille, elle aura encore plus de consistance. Donc, ce qui est bien, c'est de la laisser en fait pendant une bonne demi-heure à température ambiante, qu'elle reprenne un peu de texture. Donc là, elle sort du frigo, elle est relativement dure. Donc, j'utilise la même douille en fait qui m'a permis de pocher les coques des macarons. Sauf qu'ici, elle est en plastique, mais Voilà, le diamètre était exactement le même. Donc tu peux la travailler un petit peu entre les mains pour la réchauffer légèrement, voilà. Mais bon, après ça va se faire. Ouais, ouais. C'est pour les premiers que parfois c'est un petit peu difficile, et puis après, je pense qu'on peut les laisser encore. Oui, on va les laisser, oui. Voilà, et puis là on poche. Donc tu trempes parce que c'est dur, hein. Ouais, exactement. C'est pas le stress. Non, pas du tout. Ouais. Donc on est sur une ganache en fait qui est dure. Donc là on a une coque en fait sur laquelle on avait parsemé
les Oui. crêpes dentelles et les éclats de noisettes. Oui. Et puis après, on peut s'amuser à prendre eh bien, la coque qui est plus lisse, à la poser en fait directement sur le dessus, comme ceci. Je sais pas si tu vois bien là, Gaëtan, à la caméra. Et puis après, vous faites simplement un mouvement de rotation en écrasant la coque du dessus, ce qui va permettre en fait de lisser la ganache comme ça. Parce que la ganache arrive bien au bord, Voilà. sans dépasser. Voilà, donc on peut le refaire. Et puis après, on va vous montrer aussi avec les poudres scintillantes peut-être. Tout à l'heure, on a eu une question sur... c'était la question de Vanessa, qui voulait en fait écrire sur les coques. On a mieux à vous proposer. Oui. On a mieux à vous proposer. C'est mieux, je sais pas si c'est mieux, mais c'est différent. Et c'est festif. Voilà. Ensuite, là, nous avons eu deux questions. Alors. La première est de savoir pourquoi ne pas verser la crème en plusieurs fois sur le chocolat. On peut, oui, et c'est ce qui est préconisé en fait quand on fait des ganaches. Ça favorise en fait l'émulsion. Ici, pas de problème. En fait, on est sur une petite quantité de crème. Donc l'émulsion, de toute façon, elle se fera quoi qu'il arrive, vu la quantité en fait de chocolat qu'il y a à l'intérieur de cette ganache. Par contre, pour une ganache montée, donc une recette qui comporte, on les laisse un petit peu plus. Oui. Je vais te laisser gérer le. Il leur manque 2-3 minutes de. Le four, je pense qu'il n'était pas chaud. Donc je disais, pour une ganache montée, en fait, qui contient beaucoup plus de crème, là oui, il faudrait envisager de mettre la crème en 3 fois. C'est mieux. Ça dépend de la quantité qu'on Ça travaille. dépend. Et ensuite, peut-on mettre la ganache en poche directement au frigo? Peut-on mettre directement la ganache en Dans poche les avant de paniers. la mettre au frigo? Non. Non, il vaut mieux la mettre dans un récipient, la laisser maturer au frigo, et après on la retravaille pour la relisser, et puis on la met en poche. Alors ce qu'il faut savoir aussi, c'est que les macarons qu'on est en train de faire ne sont pas... Enfin, on pourrait les manger. Oui. Mais c'est mieux en fait si vous les laissez maturer au réfrigérateur pendant 1 ou 2 jours. La ganache, en fait, pendant ce temps de... Exact, il faut être patient. Il faut être patient. Pendant ce temps de repos, en fait, la ganache va humidifier la coque du macaron. Là, on est sur une coque qui est solide. Donc elle va humidifier l'intérieur, mais L'intérieur, pas l'extérieur. pas l'extérieur. D'accord. Voilà. Ce qui est le cas en fait de ces macarons qui ont été préparés en fait hier Oui. et dont la coque a été complètement humidifiée par la présence de la ganache à l'intérieur. Et là on se rend compte qu'ils sont bien secs. Hein. Bah oui. Alors en surface en fait ils sont secs, mais à l'intérieur là, c'est complètement humide. On le voit ici. Je sais pas si tu peux zoomer sur la surface du macaron, Gaëtan. Vous voyez simplement en fait par écrasement. Je sais pas si tu as un bon visuel. Par écrasement, on voit le macaron en fait, il a une certaine consistance. Il est moelleux en fait à l'intérieur. Oui. Et en surface, la coque elle reste très finement craquante. Ce qui n'est pas le cas ici. Si j'essaie de faire la même chose ici, j'y arrive pas. Là, on est sur un macaron On voit qu'il est beaucoup qui plus est sec. encore beaucoup plus dur et qui fait sortir la ganache sur les côtés. Ouais. Et il sera bien meilleur à ce niveau-là que Voilà. celui-là. Donc, on est patient. Dans on les laisse, gourmands, soyez patients. et on ça laisse ne sera maturer pendant que 1 meilleur. ou 2 jours. Est-ce que vous pouvez rappeler combien de gélatine en poudre vous avez mis? C'était, Pour la quantité, c'était 1,3 g. Ce qui est bien en fait quand on utilise un chocolat au lait, on ne le fait pas avec les chocolats noirs. Alors pourquoi avec le chocolat au lait on met de la gélatine? Simplement parce que c'est un chocolat qui contient en fait un pourcentage de cacao qui est moins important, Inférieur, oui, donc une moins bonne tenue. une moins bonne tenue. Ouais. Et avec le chocolat blanc, ça serait pareil, on mettrait de la gélatine, parce qu'il y a encore moins de cacao dedans. Pour terminer, on utilise Oui. cette poudre scintillante. Alors, je te laisse présenter le produit, Philippe. Alors c'est un colorant or, métallisé or, qui s'applique généralement au pinceau, sur du chocolat, ici sur des macarons. Et toi tu as un petit pinceau de maquillage, Voilà. de façon à avoir quelque chose de très fin, très léger. Et Très tu vas uniforme, voilà. simplement venir l'appliquer dessus. Alors c'est pas la peine en fait d'en mettre à outrance, mais simplement en fait on vient brosser la surface du macaron, ce qui va permettre d'avoir un côté en fait irisé. Toi de Bon, près tu vois bien la différence. oui, c'est très subtil, mais ça amène de la Après, lumière. Voilà. sur le Après macaron. on peut, en mettant en fait beaucoup plus de poudre scintillante sur le pinceau, on pourrait envisager aussi d'obtenir De un vraiment macaron le qui faire soit doré. complètement doré.
Alors ici on le fait à l'or, on peut le faire à l'argent, on Il y a peut le faire au bronze bronze. aussi, ouais. Vous voyez la différence, hein, je sais pas si on a une coque après, non. Ici on voit bien la différence. Hein. Il y en a un qui brille beaucoup plus. Hein. Si on veut faire un côté festif pour Noël ou pour... Donc on peut envisager une Une coque fête. dorée et puis l'autre Tout à fait. n'a pas été brossée avec le colorant. Voilà, je crois qu'on a fait le tour de la question. Ça fait presque 3 bons quarts d'heure qu'on est là. Donc on va vous laisser. J'espère que vous aurez envie de réaliser la recette à la maison. Je rappelle que la recette est sur le site dès demain, en version illustrée pas à pas. Julien, je te retrouve le 28 octobre. Nous avons une masterclass sur les bûches, ici même. Donc pour les gens qui sont de la région ou qui se déplacent au Pays Basque, n'hésitez pas à vous inscrire. Ça va être très intéressant, ça dure la journée entière. Voilà. Avec 2 bûches de ta composition. Donc les présentations voilà, des bûches de cette année 2017. Donc on Présentées en exclusivité chez on va toi, les faire ici, de A à Z bien sûr, et puis après on va les déguster. Donc ça va être très intéressant. Et puis les bûches se trouveront sur le site ultérieurement pour les fêtes. Voilà. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau live Facebook. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Ça on va ranger. Il y a un souci là.